Eh bien, bonjour à tous. Pour ce sprint 15 de Readmetrics, qui est le 15e sprint, mais le deuxième de l'année. On a commencé le 7 février et donc on fait cette revue le 23 mars aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Le sommaire, enfin les 3 points pour cette revue qu'on a pu dégager, en fait, eh ben, vous les avez sous les yeux. Donc, on est en début d'année et le début d'année, ben, c'est le moment où on est en mesure pour ce qui est du moissonnage. Donc, c'est le premier point Easy Counter, le moissonnage des données éditeurs. Là, on est au bon moment pour pouvoir bien moissonner 2025. Donc, ça va être un des gros points de ce sprint. Donc bien sûr, tout ça avec en background le SGBU, c'est-à-dire que bah, bien sûr, comme vous, on doit remplir nous aussi l'enquête, le volet numérique de l'enquête SGBU. On est à fond là-dessus. Sachant qu'il y a eu un petit point particulier et c'est Fred qui vous en parlera sur un slide de Tom qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en formation. Euh, on a eu ce point que le- la norme Counter a évolué au cours de l'année. Elle est passée de 5 à 5.1 et ça a eu des conséquences sur le moissonnage. Bien que les éditeurs doivent être conformes à Counter, eh ben, d'un point de vue technique, d'un point de vue concret, souvent, il y a des petits ajustements à faire qui nous demandent pas mal de travail. Sur ce point counter, ben, les tableaux de bord ESGBU ont dû être aussi adaptés à ce changement entre la 5 et la 5.1. Et puis, ben, en fait, Fred vous parlera aussi de la mise en place, enfin, du déploiement des tableaux de bord génériques, parce que dans vos espaces, hein, vous bénéficiez de tableaux de bord génériques et on peut vous les mettre à jour de manière automatique. L'autre gros point, en fait, bah, c'est une nouvelle perspective euh, à propos de bah, l'usage de la suite Readmetrics, donc sur un nouveau champ de données qui sont les données de la recherche, donc recherche DataGouv. On fera une petite présentation de ce que c'est et de cette nouvelle collaboration avec l'équipe de recherche DataGouv. Et puis le troisième point, ben, c'est toujours notre préoccupation d'améliorer le service, d'améliorer la suite logicielle, donc en particulier en ce qui concerne l'administration EasyMesure, et puis de préparer aussi l'avenir, sachant que ben, ce qu'on fait, même si c'est bien, ça évolue. Et actuellement, enfin, l'actualité, c'est de nouveaux outils qui sont mis à disposition. On parle beaucoup d'OpenAlex. On a déjà utilisé les outils de Our Research, qui est l'équipe qui développe OpenAlex, hein, avec NPWall. NPWall est un peu moins d'actualité. Maintenant, c'est OpenAlex qui est d'actualité et on prépare cette migration et on vous expliquera avec Léo comment on prépare cette migration. Donc voilà pour les points clés. Je passe la main à Léa et à Fred pour la suite et l'animation de la communauté. Merci Dominique. Donc moi pour commencer, je vais vous donner des nouvelles du blog et de la documentation d'EasyMesure. Je vous rappelle que le blog, il vous permet d'accéder aux actualités, aux agendas des rendez-vous et aux nouvelles fonctionnalités des modules de Readmetrics. Et la documentation, quant à elle, elle prend la forme d'un guide d'utilisation, donc pour vous accompagner et faciliter l'utilisation de nos outils dans EasyMesure. Je vous invite encore une fois à aller les consulter et comme d'habitude, les liens s'affichent à l'écran. Donc, j'ai eu l'occasion de publier 2 nouveaux articles dans le blog qui concernent l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans EasyMesure, donc durant la période du 17 février au 10 mars 2026. Et j'ai également mis à jour le guide d'utilisation d'EasyMesure, donc directement en lien avec ces nouvelles fonctionnalités. Et j'en parlerai plus en détail dans la slide suivante. Et les autres mises à jour de la documentation.
Donc ça concerne une page dédiée à l'enquête SGBU et à ses tableaux de bord dédiés. Un article sur comment exporter les valeurs d'une visualisation Kibana au format CSV, comment exclure une valeur d'un tableau de bord, comment enregistrer un nouveau tableau de bord, et il y a également eu un remaniement de la doc Easy Report pour que ça soit plus fluide à la lecture. Et donc par ailleurs, lors de la dernière sprint, donc Fred et moi, nous avions annoncé procéder au cours du mois de février à l'archivage d'articles du blog, donc et qui se trouve maintenant dans le guide d'utilisation. Donc actuellement, on a archivé plus de 35 articles du blog. Donc par exemple, l'article qui concernait la demande de création d'un parseur se trouve désormais dans la nouvelle documentation et n'est plus disponible dans le blog. Donc parmi les nouvelles fonctionnalités que j'ai publiées, donc j'ai également mis à jour la documentation avec trois points, donc qui seront présentés plus en détail avec d'autres fonctionnalités lors d'un webinaire le lundi 30 mars, donc de 14 heures à 14h45. Tout d'abord, les nouveaux rôles disponibles dans EasyMesure. Donc en effet, certains rôles sont attribuables par toute personne ayant les droits d'écriture sur les membres de son établissement. Et donc nous avons le rôle de contact EGBU et le rôle de gestionnaire counter. Et Yannick va vous en parler plus en détail ensuite. Il y a également la notion d'établissement libre, donc avec l'établissement Bienvenue dans Easy Mesure. Donc maintenant, vous pouvez rejoindre librement l'espace Bienvenue dans Easy Mesure pour pouvoir accéder à des tableaux de bord, même si votre établissement n'a pas encore de données sur EasyParse ou EasyCounter. Et le troisième point, c'est que maintenant, il y a la possibilité de se désinscrire dans EasyMesure. Et donc, comme je l'ai dit, tout ça, nous pourrons le revoir lors du webinaire Nouvelles fonctionnalités. J'ai également animé une présentation de l'outil Outline donc, au réseau HDoc. Donc, c'est un réseau qui est interne aux documentalistes de l'INIST. L'outil Outline, c'est celui que j'ai utilisé afin de restructurer toute la documentation d'EasyMesure. Donc, c'est grâce à la flexibilité de l'outil qu'on peut à la fois documenter l'usage de notre suite logicielle, donc pour nos utilisateurs, et nos propres processus de gestion interne au projet, donc de manière organisée. Et cette présentation, elle avait pour but de partager ce retour d'expérience de rédaction, de montrer les possibilités offertes par l'outil et d'envisager son adoption pour d'autres besoins documentaires, donc au sein du réseau ou à d'autres équipes qui pouvaient en avoir l'utilité. Donc, je tiens à remercier les membres du réseau pour leur attention lors de cette présentation. Et enfin, je vous propose maintenant de découvrir les statistiques relatives à l'année 2025 pour les supports mutualisés. Donc, nous avons animé plus de 41 supports pour une durée d'1 heure et demie chacun, durant la période de janvier à décembre 2025, avec un total de plus de 314 participants. Donc, merci à tous les utilisateurs qui participent activement au support. N'hésitez pas à vous inscrire ou à vous réinscrire. Donc, sur le blog, vous retrouvez l'agenda des futurs supports mutualisés et il vous suffit de nous envoyer un mail pour pouvoir vous inscrire. Et je vais maintenant laisser la parole à Fred pour qu'il puisse présenter le bilan des webinaires en 2025. Merci beaucoup Léa. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et donc, on va continuer ce petit bilan 2025 que Léa a proposé avec eh bien, les chiffres des webinaires. Donc, entre janvier et décembre 2025, on a proposé 8 webinaires et pour un total de 153 participants. On a eu des webinaires thématiques aussi, notamment pour test.fr avec 82 participants. Le premier webinaire qui présentait les espaces applicatifs, c'était pour la plateforme Istex, avec Mathis qui co-animait. Eh bien, on était 65 participants pour ce webinaire. Et puis enfin, pour l'enquête SGBU de 2025, eh bien, on a organisé une série de 9 webinaires et puis donc avec 101 participants. Donc voilà, les webinaires SGBU, on va en parler un petit peu plus tard, donc pour l'année 2026. Alors, par rapport aux nouvelles fonctionnalités,
Je vais vous présenter la slide qu'a réalisée Tom. Donc Tom qui est développeur de l'équipe Readmetrics, et en particulier sur cette transition Counter 5 vers 5.1 que nous évoquons lors des webinaires SGBU, justement, pour vous tenir au courant de l'évolution d'Easy Counter, et puis aussi de la mise en conformité des éditeurs. Donc ça a commencé cette transition avec le passage vers Counter 5.1 l'année dernière, en mars 2025. Il y a eu un énorme travail qui a été fait sur Easy Counter pour permettre justement de pouvoir moissonner ces nouveaux rapports formatés avec le Counter 5.1. Et donc, on a commencé à réellement moissonner ces rapports Counter 5.1 à partir du mois de septembre 2025. L'évolution, on voit les chiffres que Tom a mis. On avait 40% de moissonnage en 5.1 et on continuait à moissonner conjointement des rapports en Counter 5. La transition a continué et donc en décembre 2025, on s'est retrouvé avec 50% de rapports en 5.1 et 50% encore en Counter 5. Et la transition commence vraiment à prendre de l'ampleur depuis le début de l'enquête SGBU, ce qui a commencé en février 2026. Et là, on voit la proportion des rapports Counter 5.1 qui monte à 65%. Voilà, depuis le début de l'année 2026, pour l'enquête GBU, on a commencé à moissonner beaucoup d'établissements. Là, on vous a mis le chiffre. Il y en a 130 actuellement, hein. On organise les webinaires, on va en reparler après, hein. On vous mettra l'agenda des webinaires. Pour évoquer cette transition qui n'est pas simple, comme disait Dominique en introduction, puisqu'on a pas mal de problèmes de moissonnage, hein. On vous en parle souvent pendant les webinaires SGBU. Il y a des problèmes, soit des problèmes techniques pour accéder aux plateformes qui parfois ne tiennent pas la charge, ou alors beaucoup aussi de plateformes qui ne fournissent pas l'intégralité des rapports. Il faut savoir aussi que les sous-rapports qui servaient pour l'ancien tableau de bord SGBU, certains éditeurs ne le fournissent plus non plus. Voilà, il y a pas mal de sujets importants. C'est une discussion qu'on aura pour la prochaine sprint review. Pour vous donner ces informations, on va trouver un moyen pour vous informer encore un petit peu plus sur justement les contacts qu'on a avec les supports quand il y a des problèmes de moissonnage. Voilà, ce que je pouvais dire sur cette slide. Ce qui fait que justement, puisqu'on a fait cette transition, il fallait adapter ces tableaux de bord. Donc le premier en date, c'était le tableau de bord SGBU. Ce tableau de bord SGBU, on en a beaucoup discuté. On a essayé de trouver des solutions, notamment avec le groupe des indicateurs, hein, le groupe GTI, on en parlera aussi par rapport à une prochaine réunion, mais aussi des établissements qui se sont proposés de tester les propositions qu'on faisait au niveau des tableaux de bord. On a décidé de proposer deux tableaux de bord pour cette année de transition. Un tableau de bord qui propose les anciennes données, enfin, les données Counter 5, hein, c'est-à-dire où il y avait une proportion de moissonnage qui était important en Counter 5, et puis une variante Counter 5.1, avec un nouveau tableau de bord qui est filtré, lui, sur d'autres rapports, les rapports maîtres, pour ce type de données. Ces deux tableaux de bord, vous les avez dans vos espaces, ils ont été chargés, ils ont été même corrigés suite à des retours utilisateurs. On les a chargés sur 164 espaces. Vous voyez, je vous ai juste mis un petit extrait parce que ces tableaux sont bien sûr présentés lors des webinaires SGBU, mais vous avez cette visualisation qui est importante, qui va vous permettre de voir tout de suite au premier coup d'œil si votre établissement, en fonction de vos abonnements, si vous avez une proportion de plateformes qui sont plus en Counter 5 ou en Counter 5.1. Donc ça, c'est un élément clé des variantes de ces tableaux de bord SGBU. Voilà, donc j'en dis pas plus puisque de toute manière, nous présentons tout en détail lors de ces webinaires. On vous donnera les dates en fin de sprint review. Et puis, par rapport au tableau de bord générique aussi, on a fait des modifications avec Léa sur les tableaux qu'on vous fournit. Ces rapports maîtres qui sont fournis, ce sont des tableaux génériques
Dès que vous êtes moissonné avec vos premiers identifiants, vous récupérez tous les rapports maîtres disponibles. Eh bien, un en particulier qui est beaucoup utilisé par la majorité de la communauté, c'est le rapport TR, le Title Report. Eh bien, ce rapport, à la base, il était paramétré sur une métrique qu'on appelle le Total Item Request. C'est la métrique qui vous ramène aux consultations des accès full text. Eh bien, avec un dédoublonnage simple, selon les retours de nos collègues en établissement, il s'avère que, eh bien, pour avoir des consultations plus réalistes des utilisateurs, c'était eh bien le Unique Item Request qui s'est imposé maintenant sur ce tableau. C'est pourquoi nous avons fait cette mise à jour qui permet d'avoir par défaut cette métrique de Unique Item Request. Voilà, donc tous ces rapports, tous ces tableaux de bord sont décrits hein, dans la documentation qu'a mis en place Léa. On vous met le lien ici, mais bien sûr, vous pouvez retrouver les différents liens aussi de la documentation sur le site Readmetrics et aussi dans EasyMesure. Une modification aussi qui a été faite sur les rapports génériques, donc les rapports qui sont produits par le module Easy Report hein, qu'a développé Tom. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les markdowns, les markdowns de présentation des rapports génériques. On les a modifiés pour les rapports EasyParse et pour eh bien, les rapports Counter. Vous voyez que le logo Counter est devenu Counter Metrics. Et puis, surtout, on vous a mis maintenant, on met systématiquement ce lien vers la documentation Readmetrics, qui est vraiment un, un outil central d'aide pour les utilisateurs. Donc, on vous met le lien un petit peu partout pour justement vous permettre de trouver les liens focus eh bien, de tous les modules d'EasyMesure. Voilà, donc le résultat eh bien, s'affiche à droite. On voit un extrait d'un rapport Easy Report qui est montré sur la diapositive. Et maintenant, je vais laisser la parole à Yannick qui va vous parler eh bien, du nouveau Easy Logger. Oui. Alors, on va passer sur EasyParse du coup. Donc déjà pour rappel, EasyLogger, c'est une application web qu'on utilise pour vérifier le bon fonctionnement des parseurs. C'est-à-dire que ça nous permet on parcourt le site des éditeurs, l'application globalement elle enregistre la navigation et après on peut analyser le trafic issu de la navigation avec EasyParse pour voir si les URL sont bien reconnus par EasyParse. Et donc le truc, c'est que pour capturer le trafic, l'application, elle dépend d'une extension de navigateur, qui est donc l'extension EasyLogger. Or, il se trouve que depuis récemment, les navigateurs, ils peuvent mettre les extensions en veille, exactement comme ils le font avec les onglets. Ça, vous êtes habitué, mais maintenant, ils peuvent le faire avec les extensions aussi. Et donc, comme vous vous en doutez, bah, quand l'extension arrive en veille, ça coupe la capture de la navigation. Et donc, bah, nécessairement, ça complique pas mal l'utilisation d'EasyLogger. Sauf qu'il se trouve que ces derniers temps, bah, on a un regain d'activité du côté des analyses. Et je pense particulièrement à l'équipe de Cyril Leroy qui nous a sollicité récemment pour reprendre un assez grand nombre d'analyses. Donc on ne pouvait pas vraiment laisser les choses en l'état. Alors on a revu complètement l'extension pour la rendre compatible avec les navigateurs récents. Donc maintenant, elle peut être mise en veille, mais elle se remet correctement en route dès qu'il y a la moindre activité. Donc cette nouvelle version, pour le moment, pour des raisons techniques, elle n'est disponible que pour Firefox, mais cependant, elle reste disponible. Ensuite, donc, je vais donc repasser la main à qui déjà? À À moi. Dominique. À moi, oui. Oui, parce qu'un des points importants de ce sprint, c'était justement ce nouveau champ d'action. On est toujours dans EasyParse, hein, ce nouveau champ d'action en ce qui concerne Recherche DataGouv. Alors, qu'est-ce que c'est que Recherche DataGouv? Ben, c'est une plateforme de données de la recherche. Alors, vous savez que les chercheurs, pour faire leurs recherches, ils ont besoin de données, où ils produisent des données, où ils utilisent des appareillages qui sont parfois très coûteux pour produire des données. À partir de ces données, ils font leurs publications.
Et l'idée, c'est que ces données qu'ils ont mis, enfin, pour lesquelles ils ont produit beaucoup d'efforts, ça serait bien qu'ils puissent les partager pour pouvoir justement bien les réutiliser et aussi dans le sens de la reproductibilité des recherches. Alors, le site Recherche DataGouv a été démarré en 2022. Le directeur technique, c'est Richard Moreno. Et en fait, il y a différents établissements partenaires de ce site. L'INRAE, le CNRS est impliqué, l'Université Grenoble-Alpes, l'Université de Lorraine, l'Université Marie et Louis Pasteur, Strasbourg et Paris-Nanterre. Avec l'Université de Lorraine, on a retrouvé Thomas Jounot, qui était quelqu'un qu'on connaissait bien, avec qui on a commencé EasyParse et EasyMesure. En ce qui concerne l'implication du CNRS, eh bien, Sylvie Rousset fait partie du comité de pilotage. Et en interne, à l'INIST, on a des acteurs qui agissent dans l'équipe, comme Erwan Guillou, Françoise Tisserand et puis Isabelle Cao. Voilà. Donc on est impliqué à la fois au niveau CNRS et au niveau INIST déjà dans la plateforme. Mais notre supplément d'implication, si je peux me permettre, c'est de répondre à un besoin du site, c'est de savoir comment est utilisé le site et comment sont utilisées les données qui sont mises en ligne sur cette plateforme Recherche DataGouv, qui utilise un outil qui s'appelle Dataverse pour mettre en ligne les données. Alors Dataverse comprend un module de statistiques, mais qui n'est pas forcément hyper, comment dire, exploitable comme pourrait le faire EasyParse pour valoriser en fait les usages des ressources qui sont mises en ligne. Donc, on a commencé une collaboration avec l'équipe de DataGo, de RDG, et on leur a présenté ce qu'on savait faire, et on en est au stade du POC. Donc là, on peut montrer le slide suivant. Alors, pour pouvoir faire ça, je reviens sur un peu les fondamentaux d'EasyParse. Donc EasyParse, c'est un outil qui permet de produire des événements de consultation et à la base, il prend des fichiers de log. Et dans le cas de RDG, eh ben, l'équipe a à disposition les fichiers de log qui sont produits par Dataverse. Et donc, comme on l'a fait, par exemple, quand on en a parlé pour thèse.fr, eh ben, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir faire ça? Il faut que, au niveau EasyParse, comme EasyParse analyse des fichiers de log, il commence par structurer les données, ou plutôt déstructurer ce qu'il trouve dans les logs. C'est-à-dire les lignes de log, il les découpe et puis il va chercher dans ces lignes de log les URL. Et les URL, il va falloir les décomposer et rechercher en fait la sémantique de ces URL et en tirer les identifiants. Et ces identifiants, on va pouvoir les utiliser pour enrichir les données. Donc, une étape de structuration de données et une étape d'enrichissement de données. Ça veut dire que il faut typiquement, on l'a parlé avec Yannick, on en a parlé avec Yannick, faudra faire un parseur qui soit spécifique à RDG. Hein. Comment on va découper les URL de la plateforme. Et donc ça, c'est Fred qui va vous présenter juste après. On fait une analyse pour faire ce découpage. Et puis ensuite, une fois qu'on a les identifiants qui sont propres à RDG ou qui sont des identifiants génériques, on va pouvoir enrichir. Et donc là, on fait un middleware qui va lui réinterroger à partir de ces identifiants et aller chercher des métadonnées qui vont être utilisées pour enrichir les événements de consultation. Donc là, voilà. Et c'est Léo qui va présenter la façon de faire du middleware RDG. Voilà. Donc, Fred, comment on fait une analyse? Voilà. Enfin, en quoi ça consiste? Oui, alors pour justement faire une analyse, eh bien, on va découvrir en tant que fonctionnel de l'équipe, hein, Léa et moi, nous avons été à la découverte de Datacouv RDG, excusez-moi, et on s'est fait aider justement d'un développeur expérimenté qui connaît bien EasyParse, c'est Yannick. Hein. C'est important de faire ça en équipe, hein, donc une équipe mixte. Et donc on est allé à cette découverte, on a regardé la plateforme, comment elle se présentait, et puis on en a déduit qu'il y avait certains types d'accès vers cette plateforme. Donc
En particulier, eh bien, il y avait un champ de recherche qui permettait de rechercher ce qu'on appelle des datasets, hein, donc un jeu de données de recherche. Et donc, on a trouvé cette URL de recherche et donc on l'a analysé dans Analogist. Et puis ensuite, il y avait ce qu'on a appelé des record views, ce sont des notices, hein, eh bien, ces notices des datasets, et pareil, on a découvert ces URL et on les a analysées. Et puis, il y avait aussi des links, des liens et le téléchargement du dataset, hein, qui était bien sûr important, de pouvoir eh bien, le mettre en place dans ces analyses. Voilà, donc ça se présente ainsi, ce qui permet eh bien, aux développeurs d'avoir ce qu'on appelle un fichier de test, hein, dans Analogist pour ensuite pouvoir créer ce parseur, hein, ce fameux parseur qui va servir à compter eh bien, tous les usages de DataGo. Et je laisse la parole à Léo qui va parler de l'enrichissement. Oui, alors bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Dominique, on a avancé sur les enrichissements de RDG, notamment au niveau des événements de consultation. Et vu qu'avec les analyses donc, qui ont été précédemment dit par Fred, on détecte les DOI. Et vu qu'RDG possède bien une API, bah du coup, on peut obtenir des métadonnées via leur API. Donc, on a réalisé un middleware qui va chercher ces métadonnées-là pour enrichir les événements de consultation. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, dans le cadre de l'enrichissement des événements de consultation, on a plusieurs middleware qui existent actuellement pour compléter des informations. Et parmi eux, on en a un qu'on utilise depuis 2021 maintenant, c'est Easy Paywall. Il est utilisé pour récupérer les informations sur le statut d'open access à partir du DOI. Cependant, Easy Paywall, il est amené à évoluer, voire peut-être à disparaître à terme, puisque les services Tower Research, donc l'entreprise qui est derrière OpenPaywall et OpenAlex, s'orientent maintenant désormais vers l'utilisation d'OpenAlex, puisque OpenAlex a proposé également des données qui permettent d'identifier le statut Open Access de ces publications-là. Et donc dans cette perspective, on se prépare à remplacer Easy Paywall par un autre middleware, donc qui sera un middleware OpenAlex, celui-ci qui permettra aussi d'apporter des informations sur l'Open Access. Donc on peut passer à la prochaine slide. Oui, et donc on a ajouté ce middleware-là, donc il n'est pas encore utilisé, mais il est fait. Et donc ce middleware-là, il va interroger les works d'OpenAlex. Donc c'est les métadonnées sur les ressources documentaires et les données de la recherche. Donc il y a quelques nouveaux champs qui sont ajoutés. Donc on a la langue qui est ajoutée en plus. Par contre, on perd quand même quelques champs. Donc on perd les champs qu'on obtenait d'EasyOnPO. On a journal ISOA qui était utile pour déterminer si la ressource relevait du modèle GoldOA. Updating, donc la date de dernière modification. Et OpenAlex a pris le choix de regrouper tous les ISSN dans un seul champ plutôt que de séparer ISSN et ISSNL. Et donc j'ai fini, je laisse la parole à Yannick qui va te parler des rôles. Alors, repasse du coup sur EasyMesure. Et donc, on va vous parler du nouveau système de rôle qui est maintenant passé en production. Donc, je rappelle que ce nouveau système, il a pour but de nous aider à mieux identifier les rôles, enfin les différents interlocuteurs dans les établissements. Et donc, vu que maintenant, avec ce nouveau système, la liste, elle est flexible, on a la possibilité de créer des nouveaux rôles en fonction des besoins qui se présentent. Et typiquement, on a déjà ajouté deux rôles que Léa évoquait juste avant. Le premier, c'est celui de gestionnaire counter, qui va désigner là où les personnes de l'établissement qui gèrent bah, les identifiants counter. Et le deuxième, c'est celui de contact ESGBU, donc, qui est la personne qui va s'occuper bah, de l'enquête ESGBU, mais qui n'est pas forcément bah, la personne qui gère les identifiants counter. Et donc la particularité de ces rôles, c'est que vous allez pouvoir les attribuer vous-même, en sachant que lorsque vous attribuez un rôle pour la première fois à quelqu'un, nous, on a associé des droits à ces rôles, des droits par défaut, et ils seront appliqués automatiquement, histoire de vous éviter, enfin de vous économiser des clics. Donc typiquement, les deux rôles-là, contact ESGBU et gestionnaire counter, ils vont donner des droits en lecture sur toutes les fonctionnalités. Et le gestionnaire counter, il a en plus de ça des droits en écriture sur les identifiants counter. Nécessairement, sinon il ne peut pas gérer les identifiants counter. Et en tout cas, dans les deux cas,
Lorsque vous aurez le rôle contact ou le rôle gestionnaire counter, vous recevrez les mails qui vous avertissent de la mise à disposition de nouvelles données counter à la suite d'un moissonnage. En sachant que, comment je dirais, pour faire pour faire le lien avec une autre feature nouvelle, si jamais, pour une raison X ou Y, vous ne souhaitez pas recevoir ces mails, vous avez la possibilité dans les paramètres de votre compte d'aller désactiver les notifications liées au moissonnage. Et donc, je rappelle, comme ça a été dit juste avant, qu'on a un webinaire prévu le 30 mars, sur lequel on reviendra là-dessus plus en détail. Donc ensuite, on va reparler de quelque chose qui est surtout pour l'administration. Donc, dans la gestion courante d'EasyMesure, on doit régulièrement gérer des incidents, hein, comme dans toute gestion d'application qui vit. Donc ça peut être des erreurs dans l'interface que vous nous faites remonter via le formulaire de contact. On peut avoir un moissonnage qui coince pour une raison qu'on ignore ou des éléments mal synchronisés dans Elasticsearch. Enfin bon, il peut y avoir plein de choses. Et quand quelque chose arrive, nous, on a besoin de réagir vite. Le problème, c'est que pour des raisons de sécurité, depuis quelque temps maintenant, on n'a plus accès aux machines de production. Ce qui est très bien, mais par contre, ça signifie surtout que lorsqu'on a besoin d'investiguer, maintenant, on doit solliciter nos collègues de la production pour qu'ils nous fournissent les logs. Alors, c'est pas forcément idéal du coup, ça nécessite des échanges, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on a ajouté une nouvelle page à l'administration, donc dédiée aux admins, qui nous permet de visualiser en temps réel les derniers logs d'EasyMesure. Donc, grâce à ça, quand vous nous remontez un problème, nous maintenant, on a la possibilité d'aller voir les logs immédiatement et donc nécessairement de réagir plus rapidement. Donc, ça va beaucoup nous aider dans la gestion courante d'EasyMesure. Et donc, on va pouvoir passer au travail de fond. Oui, alors c'est moi qui vais prendre la parole, donc on va parler d'un gros morceau. Donc je vous parlais des travaux qu'on a commencé sur le sujet d'OpenAlex, mais avant de parler de la première réalisation qu'on a faite, je vais d'abord rappeler du contexte en expliquant d'où on part, quels services on offrait et pourquoi on a choisi d'aller dans cette direction-là. Donc on va commencer par UnPaywall. UnPaywall, c'est une base de données qui contient des métadonnées de références bibliographiques de ressources électroniques. Elle est faite par l'entreprise Our Research et cette base de données, elle est interrogeable via une API. Donc nous, en tant qu'équipe EasyTeam, on utilisait cette API via le middleware EasyParse pour faire de l'enrichissement en ajoutant des informations open access. Le problème, c'est que l'API d'UnPaywall, elle était limitée, elle l'est toujours d'ailleurs, à 100 000 requêtes par jour. C'était des requêtes unitaires et on avait une charge de requête qui était supérieure à cette limite. Donc c'est pour ça qu'on a fait un miroir qu'on a nommé EasyUnPaywall qui a les mêmes données qu'UnPaywall et qui est interrogeable par l'eau et qui supporte surtout toute la charge. Donc on utilise ce miroir pour faire nos enrichissements EasyParse, mais il y a d'autres services à l'inist CNRS qui utilisent ce miroir du fait qu'il n'y a plus les limites via des clés d'API qu'on a distribuées. Donc c'est le cas de Click and Read et Lodex par exemple. Sur la prochaine slide, je vais parler d'OpenAlex. Donc OpenAlex, c'est un projet qui démarre en janvier 2022 suite à la fin de Microsoft Academic Graph. Donc c'est réalisé par les créateurs d'UnPaywall, c'est toujours la société Our Research. Et OpenAlex, c'est une base de données ouverte, donc qui indexe publication, auteur, établissement et citation, donc ça a beaucoup de choses. Et ça intègre les données d'accès ouvert qui proviennent d'UnPaywall pour identifier les articles qui sont disponibles en accès ouvert. Donc en 2025, après une grosse réécriture complète de leur système et l'ajout massif de nouvelles sources, OpenAlex, ça devient la marque principale d'Our Research. Et donc à l'INIST, on a plusieurs services qui veulent se brancher sur OpenAlex. C'est le cas de Click and Read du fait qu'il est plus riche qu'UnPaywall, mais l'API d'OpenAlex, elle est aussi limitée. Ils ont un système de clé d'API et aussi un système de crédit. Mais nous, au niveau CNRS, on a une clé d'API qui nous permet d'accéder à leur version premium, donc une version payante de leur service, avec un nombre de crédits qui est plus élevé. Donc on peut passer à la prochaine slide. Et donc actuellement, on mesure l'usage du miroir EasyUnPaywall donc via ici par ici mesure, puisque pour pouvoir suivre l'usage du miroir. Et donc on propose ce service pour l'équipe Click and Read. On leur propose un tableau de bord où ils peuvent voir les usages de Click and Read sur EasyUnPaywall afin qu'ils puissent avoir une idée de la charge que ça génère. Et on peut faire ça, c'est parce qu'on héberge le miroir à l'INIS CNRS. On a la main sur les fichiers log et donc c'est pour ça qu'on peut
les mettre dans la chaîne classique EasyParse EasyMesure. Et donc sur la prochaine slide, le problème c'est que si par exemple Click and Read souhaite se brancher sur OpenAlex, eh ben, on pourra plus continuer à proposer une mesure des usages de cette API. Étant donné qu'on n'héberge pas OpenAlex, on n'a pas les fichiers log et c'est très dommage. Mais c'est pas grave puisqu'on a une solution. Et donc sur la prochaine slide, la solution qu'on propose pour continuer de proposer des usages sur les API qui sont utilisées par Click and Read, l'idée c'est de faire une sorte de proxy OpenAlex. L'objectif c'est de diriger le flux de requêtes par notre proxy, puis par OpenAlex. Donc ça va avoir plusieurs avantages. Le premier avantage c'est qu'on va pouvoir contrôler les flux de requêtes qu'on fait sur OpenAlex. Donc comme je l'ai dit précédemment, à Linist, on a une clé d'API qui permet d'accéder à la version premium, mais elle est quand même limitée à 2 millions de crédits. Et donc, si on contrôle pas ce flux, c'est pas exclu qu'il y ait une application à Linux qui arrive à atteindre cette limite et qui bloque tous les autres services qui utilisent cette clé d'API. On peut aussi optimiser les coûts. Donc, en effet, je viens de parler de système de crédit, mais si on met en place un proxy à Linux, on aura aussi la main sur la mise en place d'un cache. Donc, un cache, en une phrase, c'est un endroit où on va garder les réponses d'OpenAlex temporairement pour aller plus vite. Si on demande une information deux fois, la première elle est récupérée normalement et la deuxième elle est lue dans le cache. Donc c'est donc plus rapide et surtout ça génère pas de coût sur la clé d'API de Premium. Donc ça nous fait gagner en efficacité. On peut aussi générer des fichiers de log sur l'usage qu'on a sur OpenAlex et donc ensuite faire la chaîne classique de mesure d'usage par EasyParse et EasyMesure. Et ça a aussi un avantage pour les utilisateurs de Click and Read, c'est qu'ils pourront tous avoir accès de manière transparente à l'accès premium d'OpenAlex. Et donc sur la prochaine slide, donc on a déjà réalisé un POC qui génère des logs. Donc ce proxy, il est accessible via une clé d'API, enfin des clés d'API qui sont valables à la demande ou automatisables. Et les fichiers logs, on peut voir que ça contient plusieurs informations. Donc en vert, on a les clés d'API d'utilisateurs qui sont des chaînes aléatoires qui ne permettent pas d'identifier la personne. Ça va permettre de suivre l'utilisation qui est faite par chaque utilisateur ou chaque outil sur OpenAlex. Donc en bleu, c'est des informations générales sur le fichier de log et en rouge, on a plein de chiffres. Et tous ces chiffres, ils nous donnent beaucoup d'informations, notamment sur le nombre d'identifiants total demandés, retournés, ceux qui sont retournés par OpenAlex, ceux qui sont retournés par le cache et combien ça nous a coûté. Et donc sur la dernière slide, donc avec ce système de clé d'API, le système de fichier de log et toutes les informations d'un sens fichier, on va pouvoir proposer des visualisations intéressantes dans un tableau de bord Kibana afin de mesurer la charge qui est utilisée par chaque service sur OpenAlex. Donc ce proxy va nous permettre de ne pas couper les services qu'on proposait tout en contrôlant les flux qu'on aura sur OpenAlex. Et donc je vais laisser la parole à Yannick qui va présenter la dernière étape de cette sprint. Oui. Alors avant de passer à la slide suivante, il va falloir faire un petit rappel sur le workflow de ReadMetrics. Alors actuellement, les briques de ReadMetrics, elles ont des fonctions qui sont bien distinctes. C'est-à-dire que principalement, on a d'un côté EasyParse, EasyParse qui s'occupe de prendre les fichiers de log, de les analyser, de les enrichir, exactement ce que montrait Dominique dans les slides juste avant. Et donc, à partir de ça, il va produire des fichiers normalisés. Et de l'autre côté, on a EasyMesure. EasyMesure dont le rôle est d'agréger des résultats d'EasyParse ou alors d'agréger des rapports counter et de vous donner accès à des tableaux de bord dynamiques. Mais son rôle se limite à la visualisation. Il n'a pas pour rôle de faire de l'enrichissement, ou en tout cas jusqu'ici ce n'était pas le cas. Ce rôle-là, c'est à EasyParse. Or, on commence à voir arriver des cas d'usage qui nécessiteraient un enrichissement du côté d'EasyMesure. Et donc c'est pourquoi on a commencé à réfléchir aux moyens d'implémenter cette couche d'enrichissement. Donc slide suivante du coup. Alors à la base, notre objectif, c'était surtout de pouvoir identifier les bouquets. C'est ça qui a un peu démarré la réflexion autour de l'enrichissement côté EasyMesure. Mais on s'est rendu compte assez vite qu'en fait, l'enrichissement, ça serait utile pour d'autres cas d'usage. Typiquement, par exemple, maintenant, on héberge les données de chez Thèse, enfin de ThèseFR. Ça pourrait être intéressant de pouvoir faire de l'enrichissement à partir avec leur API pour pouvoir récupérer plus d'informations, comme les titres des thèses, par exemple. On a des données de BIP CNRS, on peut récupérer des infos du MR. Ou alors, sur un chantier qui est encore en cours,
On s'intéresse au GIR, donc au Global Item Report Counter, où on reçoit des rapports qui sont assez gros, mais qui parfois sont malgré tout assez pauvres en informations. Donc ça pourrait être intéressant de récupérer plus de données, et là pour le coup par enfin, des moyens divers, comme typiquement on aimerait bien récupérer des identifiants forts si on n'en a pas, comme des DOI, ou on aimerait bien récupérer des données sur l'open access. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément directement dans les rapports. Donc, du coup, il faudrait que ce mécanisme d'enrichissement il puisse s'adapter à tous ces cas d'usage. Donc, on a commencé à poser tous ces cas d'usage-là sur papier et on a produit un premier schéma qui représente une architecture potentielle pour le mécanisme d'enrichissement. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas décrire ce schéma en détail, hein, bien évidemment. Donc, c'est un document qui est encore mouvant. Et il va surtout servir de base pour discuter de la direction à prendre. Et justement, on a planifié une réunion incessamment, donc le 8 avril, avec les collègues qui se sont dit intéressés par le chantier. Et on va du coup pouvoir discuter lors de cette réunion de la forme que va pouvoir prendre cette feature d'enrichissement de façon à être sûr que ça réponde bien aux besoins. Et donc, bon, bah ça, c'est un chantier à suivre, qui pour le moment, qui pour le moment enfin, pour le moment, c'est surtout de la réflexion, quoi. Et voilà, et je vais donc laisser la place à Fred pour conclure. Il faut que tu découpes ton micro, Fred. Ah, avec un ciseau. J'avais coupé mon micro. Merci Yannick. Donc, les prochains rendez-vous, c'est la sprint review numéro 16, le mardi 12 mai 2026, toujours en distanciel de 11 heures à midi. Vous avez sur le blog l'agenda des sprint review qui vous permet également de regarder en replay les sprint review enregistrés. Vous avez toutes les sprints de l'année et même des années précédentes. Donc, il y a un lien à chaque fois sur chaque date, hein, et donc vous pouvez, si vous avez été absent, vous pouvez revoir en replay ces présentations. Le prochain support mutualisé, on vous en a mis qu'un, mais avec Léa, on a organisé tous les supports pour le mois d'avril. Je pense que vous avez dû recevoir par la liste de diffusion cet agenda du mois d'avril. De toute manière, on vous l'enverra régulièrement chaque semaine, hein. Mais la prochaine date, ça sera le 27 mars avec une lecture des tableaux Counter 5.1, hein. C'est par rapport justement à cette transition Counter 5 vers 5.1. Ça permet d'avoir des tableaux qui permettent de lire les deux types de données et aussi de voir justement cette évolution, notamment sur l'open access ou les usages des e-books. Donc, rendez-vous le 27 mars pour ce support mutualisé. Et les prochains webinaires ESGBU, alors, il n'y en a plus beaucoup, hein. Pour l'instant, il en reste plus que deux, le vendredi 3 avril et le 27 avril. On se concertera avec l'équipe pour voir si éventuellement on peut rajouter une date entre le 3 et le 27. Voilà, donc n'hésitez pas à y participer. On envoie chaque semaine un lien unique qui est valable pour tous les webinaires, hein. Donc voilà, donc si vous n'avez pas encore participé à ce webinaire, il vous reste encore deux fois pour y venir. Et puis ceux qui sont déjà venus sont toujours les bienvenus à ces webinaires. Et puis, une petite slide pour présenter le groupe de travail des indicateurs. C'est ce qu'on appelle le groupe GTI. C'est un groupe qui travaille notamment sur la réflexion sur les données Counter 5 et 5.1. Il est composé de différents membres d'établissements de l'ESR, hein. Donc, le groupe s'est étoffé, hein, depuis l'année dernière. On en est très content. Pour l'instant, c'est toujours organisé par Jacqueline Gillet et Thomas Porquet. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera le 22 mai, de 10 heures à midi. Et puis, vous pouvez retrouver tous les travaux de ce groupe et toutes les actions qui sont faites sur le site gti.couperin.org.
Et on arrive à la fin de la présentation et il nous reste un quart d'heure si vous avez des questions.